Et nous sommes avec Richard Verly pour ce premier numéro de l'année. Bonsoir Richard. Bonsoir. Très bonne année à vous. Vous êtes éditorialiste et journaliste pour le média suisse en ligne Blick. Ensemble, on va revenir sur l'actualité politique du moment. Emmanuel Macron a salué ce week-end la fin de la dictature de Nicolás Maduro, une position saluée par Donald Trump, mais qui a suscité de vives critiques en France et notamment à gauche. On se penchera également sur les vœux du président français un peu plus tôt cette semaine. Il a promis une année 2026 utile, mais beaucoup ont surtout vu le discours d'un homme en fin de règne. Est-ce vraiment le cas? Vous nous donnerez votre avis dans un instant. Et puis on évoquera aussi les différents temps forts politiques qui devraient marquer 2026, budget, accord avec le Mercosur, municipal. A priori, on ne sera pas à court de sujets chaque dimanche dans l'essentiel politique. Emmanuel Macron a donc réagi samedi à la capture de Nicolás Maduro. Dans un message posté sur X, il s'est réjoui pour le peuple vénézuélien qui est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro. Le président français a appelé à une transition pacifique sans un mot sur l'intervention militaire américaine. Certains en France y ont vu une complaisance envers Washington ou une trahison du droit international. Jean-Luc Mélenchon parle de honte, le Parti socialiste de vassalisation envers les États-Unis. Richard Verly, est-ce que Emmanuel Macron a commis une faute en ne condamnant pas très clairement l'intervention militaire américaine qui bafoue le droit international ? Il est évident que son langage a pu choquer, et d'un point de vue du respect du droit international, il est le chef de l'État d'un membre du Conseil de sécurité, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et ne pas faire référence à l'opération elle-même, mais simplement se féliciter du départ, sans dire dans quelles conditions, du départ de Nicolás Maduro, ça peut choquer. Alors, il faut aussi agréger à la déclaration d'Emmanuel Macron celle du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Qui a nuancé ses propos. Absolument, mais je crois que Emmanuel Macron avait à l'évidence la volonté de ne pas heurter Donald Trump dans ce moment précis. Et il y a un autre élément qui a été peu évoqué, mais que moi j'ai en tête. Je ne sais pas s'il a joué. N'oublions pas que la drogue qui transite par le Venezuela, elle arrive ensuite en Guyane. Elle arrive ensuite dans les Antilles françaises. Vous savez que la France est confrontée à un énorme problème de trafic de drogue dans ces zones. Et peut-être qu'il y a eu une forme de cri du cœur du président français. On est enfin débarrassé de quelqu'un qui, du point de vue du trafic de drogue, était responsable de beaucoup de problèmes dans cette zone, des problèmes qui empoisonnent la France. C'est une question que je pose, mais on ne peut pas complètement l'enlever, j'allais dire, de l'évaluation de la situation par Emmanuel Macron. On continue de parler d'Emmanuel Macron et de ses vœux. En moins de 10 minutes top chrono, le président français a assuré qu'il resterait au travail jusqu'à la dernière seconde de son mandat. Il promet une année utile avec plusieurs chantiers. C'était mercredi, on va l'écouter. Cette année doit donc être et sera une année utile. Je veillerai tout particulièrement à ce que plusieurs grands chantiers puissent aboutir. Nous verrons les premiers pas du service national pour l'engagement de nos jeunes, qui renforcera le lien entre nos armées et la nation. Nous protégerons nos enfants et nos adolescents des réseaux sociaux et des écrans. Nous irons enfin au bout du travail législatif sur la question de la fin de vie dans la dignité, sujet sur lequel je m'étais engagé devant vous en 2022. Voilà, et la classe politique française a presque unanimement critiqué son discours, le trouvant vide, peu inspiré, sans annonce forte. Est-ce que ces vœux sont effectivement, comme certains le disent, les vœux d'un président sur le départ qui a lâché l'affaire, comme le dit Marine Tondelier, la patronne des écologistes ? Vous savez, on écoute ses vœux, moi je l'ai fait bien évidemment, avec un double sentiment. S'il annonce beaucoup de choses, ce qu'il avait fait l'année précédente, il avait notamment annoncé des référendums qui ne se sont pas matérialisés. On va donc le juger, on va donc dire qu'il promet toujours et que ça ne se concrétise pas. Et s'il n'annonce rien, on trouve que c'est vide. Moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est le décor, devant la cheminée, le sapin. C'est le père de famille qui dresse un bilan finalement modeste, et qui dit qu'il y aura du nouveau sur des chantiers que tout le monde connaît. Je pense que personne n'attend rien de cette année, en réalité, de la part d'Emmanuel Macron. Alors une année utile, il ne peut qu'agréablement surprendre. Je ne sais pas s'il peut agréablement surprendre. Je crois que le sentiment général est quand même que ça ne se passe plus à l'Élysée de toute manière, et qu'il y a un seul chantier politique, on va en parler, c'est le budget du pays. Et donc Emmanuel Macron a fait un discours qui est conforme à sa situation, au peu, je dirais,
au peu de volontarisme des Français. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont quand même un peu résignés. Et au fond, il est à l'image de la population. Lui-même a semblé plutôt résigné. Ce n'est clairement pas un Emmanuel Macron dans la reconquête. De toute manière, ça ne voudrait rien dire, puisque tout le monde sait que d'un point de vue politique, désolé de le dire, c'est quand même fini. Les chantiers justement qu'il promet, le service national, l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, la loi sur la fin de vie, est-ce que c'est vraiment réaliste avec une assemblée toujours aussi fracturée ? Oui, alors ils ne sont pas du même ordre. Le service national semble quand même quelque chose qui fait, sinon l'unanimité, du moins un relatif consensus. Vu en plus les circonstances, les menaces qui pèsent sur la défense de la France, on peut penser que sur ce chantier-là, ça va bouger, mais attention, ce chantier, il est très coûteux sur le plan budgétaire. Donc le mettre en place, ça veut dire qu'il va falloir assurer derrière, à un moment donné, où les finances de la France, on le sait, sont relativement incertaines. Pour moi, le chantier qui va être vraiment le défi de cette année, c'est les réseaux sociaux, c'est les portables, l'interdiction des portables dans les lycées. Est-ce que là, d'abord, est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Comment ça va se passer ? Comment le corps enseignant va l'accueillir ? Là, c'est un véritable chantier. C'est sans doute là, peut-être, où on va voir si oui ou non Emmanuel Macron est capable d'aller au bout d'une idée qui, sur le papier, semble séduisante quand on connaît l'influence des réseaux sociaux et du portable chez les jeunes, mais concrètement, est-ce qu'elle est aujourd'hui encore possible ? L'année qui nous attend sera, quoi qu'il en soit, chargée. Plusieurs grands rendez-vous se profilent. Dès le 8 janvier, le projet de loi de finances sera de retour à l'Assemblée nationale, vu qu'il n'a toujours pas été adopté. Mi-janvier, c'est l'accord avec le Mercosur qui devrait être signé par l'Union européenne, malgré l'opposition de la France. Et puis en mars, bien sûr, il y a les municipales. Ça fait beaucoup de sources de division et de colère en perspective, tout ça. Le rendez-vous du 12 janvier pour le Mercosur, puisque je crois que c'est la date qui a été fixée, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? En fait, il a obtenu un répit, un report, il a obtenu des fêtes de Noël tranquilles. Vous imaginez si Noël avait été gâché par la colère des agriculteurs. Et il a demandé à la Commission de mettre noir sur blanc un certain nombre de garanties qu'il va brandir en disant « on a obtenu ce que la France demandait ». La réalité, c'est que tout le monde craint que la capacité des autorités européennes à contrôler les importations qui viendront du Mercosur, et notamment les importations agricoles, cette capacité, elle ne sera pas au rendez-vous, et que malheureusement, c'est l'agriculture européenne, et notamment française, qui en souffrira. Donc là, je crois qu'il y a une espèce de non-dit autour du Mercosur. La France mène une ultime bataille, mais est-ce que cette bataille n'est pas de facto déjà perdue ? Et ce qui n'a pas été décidé en décembre le sera en janvier. Ensuite, sur le budget, bien évidemment, alors là, c'est un pari personnel de Sébastien Lecornu qui ne veut pas recourir à l'article 49.3. Il pense qu'il peut obtenir un vote. Qui est concerné ? Les socialistes. Les socialistes. Est-ce que les socialistes vont devenir un allié objectif de cette coalition, c'est-à-dire un allié d'Emmanuel Macron pour la fin de son mandat ? Donc je crois que voilà, on est dans une situation où au fond, beaucoup de choses, beaucoup de ballons sont jetés en l'air. Pour moi, le ballon le plus important, c'est évidemment le budget, parce qu'il faut que le pays ait un budget. Alors comment et à quoi ressemblera ce budget ? Si les socialistes font ce pas, alors là, il faudra qu'Emmanuel Macron leur donne encore d'autres gages, encore d'autres raisons de voter pour ce budget. Je crois que le feuilleton budgétaire va être le feuilleton décisif. Et puis il y a quand même une campagne aussi pour les municipales qui a déjà commencé. On peut le dire, un test grandeur nature avant la présidentielle de 2027. On est en plein dedans. Là. Alors d'abord, c'est lié, parce que imaginez qu'il n'y ait pas de budget pour la France, les collectivités locales se trouveront impactées. Et d'ailleurs, vous avez vu le nombre des maires qui demandent à boucler ce budget parce qu'il y a besoin d'argent. Donc ça, les deux sont évidemment liés. Ensuite, si on regarde les municipales, il y a au fond 3 enjeux décisifs. Premièrement, est-ce que le Rassemblement national, qui est en poupe dans tous les sondages, est-ce que le Rassemblement national va conquérir de nouvelles grandes villes de France ? Je rappelle que pour l'instant, il n'en a qu'une, c'est Perpignan, plus de 100 000 habitants, qui est dirigée par Louis Alliot. Imaginez que 2 ou 3 métropoles, on parle par exemple de Marseille, tombent dans l'escarcelle du Rassemblement national. Ce serait quand même un choc, un séisme énorme. Deuxième enjeu, c'est, et ça va de pair, la perte notamment par les écologistes qui avaient conquis un certain nombre de ces métropoles, notamment Montpellier, notamment Strasbourg. Est-ce qu'ils ne vont pas reculer et après un bilan qui n'aura pas été jugé satisfaisant par les électeurs? Et enfin, troisième enjeu, je crois qui est important, c'est l'état de la gauche. Est-ce qu'elle va aller dans ces villes qu'elle contrôle? Est-ce qu'elle va y aller unie
alors que les socialistes par ailleurs soutiennent le gouvernement, ou est-ce qu'il y aura aussi une recomposition de majorité dans la bataille des municipales? Eh bien, ça fait beaucoup de sujets en perspective. Une nouvelle année politique intense qui s'annonce. On aura le plaisir de la commenter chaque dimanche dans l'essentiel politique. Merci d'être fidèle à l'émission. Merci à vous, Richard. Merci beaucoup et bonne année encore une fois. Tout de suite, c'est Fatima Tawan qui prend le relais pour le Journal de l'Afrique.